Depuis des semaines, des mois, peut-être même des années, des milliers de Martiniquais sont exposés chaque jour à des émanations de gaz toxiques. Dans la rue, sur leur lieu de travail, dans leur jardin, ou pire encore, dans chacune des pièces de leur logement. En cause, ces fameuses sargasses, des algues brunes qui, lorsqu'elles se décomposent, rejettent de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac. Si les dégâts matériels provoqués par ces gaz ne sont plus à prouver, peut-être est-il grand temps de s'intéresser de près à ce qui devrait tous nous préoccuper davantage, les conséquences de ce phénomène sur notre santé. Afin d'assurer la surveillance des émanations d'hydrogène sulfuré, l'Agence régionale de santé a déployé un réseau de capteurs dans les zones les plus impactées de la Martinique. Pour bien comprendre comment fonctionnent ces capteurs, j'ai pris rendez-vous avec Stéphane Falguière, chargé d'études pour Madininer. L'association, spécialisée dans la surveillance de la qualité de l'air en Martinique, a été mandatée par l'Agence régionale de santé pour installer ces capteurs. Dans le petit boîtier qu'on voit ici, on a un capteur qui permet de réaliser une mesure de l'hydrogène sulfuré toutes les minutes, qui sont transmises de manière automatique toutes les 10 minutes par le biais d'un serveur FTP. Et ensuite, on a un logiciel dans les locaux de Madininer qui nous permet d'interroger ce serveur et de rapatrier l'ensemble des données qui sont réalisées par tous les capteurs qui sont sur site. Pour suivre le parcours de ces données, direction les locaux de Madininer. C'est ici que se trouve le serveur qui centralise et archive tous les bulletins de mesure d'hydrogène sulfuré depuis 2015. Sur cet ordinateur, chacune des courbes retrace la moindre variation enregistrée sur chaque site à la minute près. Des taux moyennés sur 24 heures avant d'être communiqués à la population. Par curiosité, j'ai demandé à Stéphane de me montrer les bulletins de ces 4 derniers mois pour Frégate Est 2, le secteur le plus impacté de la Martinique. Alors du coup, voilà, le 27 avril, c'est une date où on a enregistré un dépassement du seuil journalier de 5 ppm sur le site de Frégate S2 au François, avec une valeur à 5,67 ppm sur 24 heures de sur moyenne. 24 heures. Oui. Depuis le mois d'avril 2018, le seuil de 5 particules par million a été dépassé à 5 reprises sur ce quartier. Concrètement, ça veut dire quoi ? Comme mentionné sur le site de l'ARS ou celui de Madininer, cela signifie que l'ensemble de la population devrait se tenir éloignée des zones à risque. Depuis le 10 juillet dernier, suite aux dernières recommandations du Haut Conseil de santé publique, on peut également y lire « Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous présentez les symptômes suivants : les yeux ou la gorge qui piquent, des larmoiements, des maux de tête, une difficulté respiratoire, de la toux, des démangeaisons, des vomissements, des vertiges. Éventuellement, contactez le centre 15. » Des recommandations d'une extrême importance pour l'ensemble de la population. Pourtant, à ce jour, seules les personnes disposant d'une connexion Internet peuvent y accéder. Pour faire le point sur cette aberration, j'ai sollicité un entretien avec Alain Blateau, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'Agence régionale de santé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'ARS a mis en place pour communiquer et informer la population sur ce qui est en train de se passer, sur les mesures qui sont faites? Je sais qu'il y a un site internet, bien évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés, qui n'ont pas internet. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui sont mis à leur disposition? Alors, le deuxième moyen qui actuellement est encore actif, c'est la transmission chaque jour des mêmes informations aux maires et aux principaux responsables communaux de chacune des communes impactées. Donc ça permet aux municipalités d'être des relais vers leur population. Et puis la dernière chose, c'est quelque chose qui a été mis en place au début, donc à partir de janvier 2016. Il y avait chaque jour un communiqué de presse qui était émis. Ce communiqué de presse a été émis pendant des mois et des mois, il n'a jamais été repris nulle part, et donc au bout d'un moment, ceci a été arrêté tout simplement. Donc on est actuellement en train de réfléchir pour relancer ce genre de communication directe vers les médias, mais voilà, bon, pour l'instant ce n'est pas fait. En clair, à ce jour, si vous n'avez pas accès à Internet, n'espérez pas être tenu informé des recommandations ni des risques sanitaires liés aux sargasses.
Pourquoi un tel désintérêt pour ce problème de santé publique? Et surtout, à qui la faute? À l'ARS, certes, mais plusieurs responsabilités seraient engagées, en particulier celles des communes et des médias qui disposeraient pourtant de toutes les informations nécessaires. À l'issue de cet échange, nous décidons de retourner sur le site de Frégate Est 2 à la rencontre des riverains. Lucianaise et son mari sont tous les deux à la retraite. L'arrière de leur maison est bordé par un canal littéralement envahi par les sargasses en décomposition. L'odeur est si forte que l'air en devient difficilement supportable. Comment ça se passe au niveau de votre santé? Par moment, j'ai des migraines. Des migraines ou du moins c'est la gorge ou les yeux. Mais je suis allée chez le médecin. Là. Ce qu'elle m'a proposé, c'est si j'ai pas un endroit pour aller, même pour mon mari, son médecin lui a dit s'il ne peut pas laisser la maison allant quelque part d'autre, parce que lui, il a été opéré de l'estomac et c'est vraiment pas bon pour lui. Mais aller où? Je peux pas. Lucianaise n'a pas de connexion Internet. Elle n'a donc aucune idée des préconisations de l'ARS en cas de dépassement du seuil de 5 ppm, ni de l'impact sanitaire. En l'occurrence, sur le quartier de Frégate Est 2, on sait qu'à plusieurs reprises ces derniers mois, on a dépassé le seuil de 5 ppm. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. J'imagine que c'est un taux élevé, mais je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, personne n'est venu frapper à ma porte pour me dire, Madame, non, il ne faut pas rester là. Dieu merci. Vous êtes passé pour me le dire. Parce que autrement, je serais dans l'ignorance, toujours. Radio, télévision ou même porte-à-porte, autant de moyens de communication qui permettraient aux personnes lourdement impactées d'être informées de la situation en temps réel. Parlant d'information, quel crédit peut-on accorder à celles qui circulent sur Internet, en particulier les mesures journalières d'hydrogène sulfuré? Je profite de ma rencontre avec M. Blateau pour attirer son attention sur l'exemple de Pointe-Savane au Robert. Dans ce quartier qui s'étend sur 1,47 km², un seul capteur fixe, implanté à la crèche de Pointe-Savane. L'intention est louable, certes, mais il faut savoir que la crèche est située à plus de 200 mètres du rivage et qu'elle est protégée par le relief. Alors, en tant que résidente de ce quartier, je m'interroge. Ces chiffres, communiqués chaque jour depuis plusieurs mois, concernent-ils vraiment l'ensemble des habitants du quartier? Alors, on a 14 capteurs qui sont actuellement installés. On va augmenter le nombre dans les prochaines semaines. Mais voilà, donc il a fallu faire des choix, on a fait des choix, on les assume. Là, le cas que vous citez sur Pointe-Savane, il y a effectivement ce point-là qui est bien placé pour surveiller les taux auxquels les enfants sont exposés, mais qui est mal placé si on veut identifier l'exposition de la population de Pointe-Savane. Quelques jours avant cette rencontre, alertée par la situation, l'ARS a décidé d'installer un capteur mobile en front de mer dans la zone habitée la plus exposée du quartier. Pour obtenir les premiers résultats, non communiqués à ce jour, j'ai contacté M. Gandard, le directeur de Madininer. Sans surprise, lorsque le capteur de la crèche affiche des taux entre 0,03 et 0,05 ppm, le capteur mobile, lui, indique entre 1 et 3 ppm, des valeurs jusqu'à 100 fois plus élevées que celles communiquées à la population de ce quartier depuis des mois. L'emplacement des 14 capteurs fixes ne mériterait-il pas un peu plus de transparence? Une chose est sûre, dans le public comme dans le privé, les consultations au motif d'une exposition aux sargasses en décomposition ont sensiblement augmenté ces derniers mois. Pour en savoir plus sur ce qui est fait concrètement sur le plan sanitaire, nous avons rencontré le Dr Cricket Ayot, présidente de l'Union régionale des médecins libéraux de la Martinique. Donc actuellement, nous avons lancé une étude de description des signes présentés par la population qu'ils estiment dus aux sargasses. Donc bien sûr, c'est une étude observationnelle, descriptive des signes cliniques observés. Et nous avons lancé cette étude via les réseaux sociaux en Martinique. On vient de faire une deuxième affiche que je vous montre. Voilà, donc que nous allons donc envoyer à tous les médecins libéraux de Martinique pour mettre dans les salles d'attente avec, vous voyez, un petit flash code. Et ce flash code permettra, quand vous attendez chez le médecin, de pouvoir vous connecter sur le site et ça permettra de répondre au questionnaire en ligne. Plus de 2500 personnes ont déjà répondu à ce questionnaire.
Si les symptômes décrits permettent de mieux comprendre les effets immédiats d'une exposition aux sargasses en décomposition, impossible à ce jour de se prononcer sur les conséquences sanitaires à plus long terme. Et malgré toute leur bonne volonté, les médecins sont dans l'impasse. Mais le rôle du médecin, c'est de soigner les symptômes que vous présentez. On ne peut pas vous guérir des sargasses. Les sargasses, c'est ne pas être exposé aux sargasses. Actuellement, vous avez une imprégnation. Donc, pour vous sortir de ça, il faut vous extraire de ce milieu. Mais ce n'est pas possible. Vous avez une maison, vous habitez, vous êtes impacté, l'air que vous respirez, vous ne choisissez pas l'air que vous respirez. Donc, vous êtes bien obligé de faire avec. Donc, les médecins que nous sommes vont vous donner des traitements symptomatiques. Vous avez mal à la tête, on va vous donner des médicaments contre les maux de tête. Si vous avez mal au ventre, contre les... Voilà. Mais le seul traitement, c'est de ne pas avoir de sargasses. Et pas avoir de sargasses, c'est quoi? C'est les ramasser. C'est pas avoir de sargasses en décomposition. Vous, docteur Cricket-Ayotte, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on doit s'inquiéter pour notre santé? Ben, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire en toute objectivité. Je pense que les sargasses ont un impact. C'est une évidence. Mais maintenant, est-ce que dans le temps, dans la durée, qu'est-ce que ça va donner? Je ne peux pas vous répondre. En mars 2018, l'ARS a activé son réseau de médecins sentinelles, régulièrement interrogés sur le sujet. En parallèle, le docteur Dabor Rézière, toxicologue au CHU de la Martinique, a été sollicité pour apporter son expertise. Tous les jeudis après-midi, son équipe reçoit des patients majoritairement adressés par leur médecin traitant. Le médecin, il vous a dit quoi ce matin? Alors, on m'a prescrit des médicaments pour les yeux, pour la gorge. Et puis il m'a dit d'essayer de me tenir loin de mon lieu, mais c'est mon lieu de travail. Donc, je fais quoi? Je peux pas me mettre au chômage à cause de ça, vous comprenez? C'est peut-être la volonté de Dieu, parce que la nature a été créée par Dieu. Ceci dit, Dieu ne dit pas de rester inactif. Donc il y a des choses à faire. Dieu ne dit pas de ne pas aller voir son médecin quand on est malade. Donc Dieu ne dit pas aux politiciens de ne pas agir. Donc il faut agir, que ce soit la population, les politiciens, il faut agir. Le docteur Thierry Lebrun, membre du comité scientifique Sargasses du CHU de Martinique, travaille en collaboration avec le docteur Rézière. Donc là, actuellement, ce qui est fait dans le cadre de la consultation, c'est de faire un petit peu une enquête épidémiologique. Et de ces enquêtes, on va essayer de sortir, de faire 3 études observationnelles sur les gens très fortement exposés, moyennement exposés, très peu exposés, et voir leur devenir dans les années qui suivent. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'attendre ce que vont donner ces études pour agir, ou est-ce qu'il faut avant se dire, bon, ben, on peut penser que ça va nous faire du mal, ce qu'on appelle le principe de précaution. On sait qu'il y a il y a plein de gens fragiles qui vivent au bord de ces zones d'échouage. On sait qu'ils ne sont pas recensés, on sait qu'ils n'ont pas accès à l'information, c'est des gens qui ne vont pas sur Internet, etc. Je trouve qu'on est un peu léger. On ne doit pas sentir d'odeur émanant du fait de H2S. On ne doit pas sentir. Si on le sent, c'est qu'on est déjà à un taux au-dessus de la normale. Comme mentionné dans le dernier rapport du Haut Conseil de santé publique, dès la perception d'odeur, les personnes vulnérables sont invitées à se tenir éloignées des zones de décomposition des algues. Notre nez serait-il meilleur indicateur de danger que tous ces appareils ultra sophistiqués? Combien de nourrissons, jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées, asthmatiques ou autres personnes vulnérables subissent ces odeurs au quotidien et depuis plusieurs mois? Inviter ceux d'entre eux qui disposent d'un accès Internet à se tenir éloignés de leur domicile, mais pour aller où? Fin juillet 2018, qui peut encore prétendre ignorer que la seule et unique solution, c'est le ramassage de ces algues avant qu'elles n'entament leur processus de décomposition? Plus d'1 mois et demi s'est écoulé depuis la venue de nos ministres. Alors concrètement, où en sommes-nous?